tu n'es pas vraie Manu. Robert n'est pas ton père, a dit ma belle-sœur à ma fille de 7 ans. Pendant le dîner de famille, ma belle-sœur s'est levée, m'a pointé du doigt et a dit, tu es une tricheuse. Puis, elle s'est tournée vers ma fille de 7 ans, Mia, et a ajouté, tu n'es pas vraiment à nous. Robert n'est pas ton père. Mon mari n'a pas paniqué. Il a fait quelque chose. 5 minutes plus tard, il regrettait tout. Si la maternité vous donne quelque chose, c'est bien un radar. Pas le genre amusant, qui vous aide à retrouver les jouets perdus, mais le genre animal. Ce sens viscéral, qui vous dit que quelque chose, dans cette pièce, ne tourne pas rond. Ce sentiment m'a frappé, à l'instant même où mon mari, Robert, et moi sommes entrés dans la salle à manger de ses parents, ce soir-là. Sa mère, Ruth, m'a adressé un sourire crispé. Son père, Gérald, ne m'a pas souri du tout. Et sa jeune sœur, Jenna, était assise là, avec l'air d'un chat qui aurait mangé quelque chose qu'il ne fallait pas, et qui brûlerait d'envie de s'en vanter. Notre fille, Mia, âgée de 7 ans et assez douce pour vous briser le cœur, s'est glissée sur le siège à côté de moi. Elle balançait ses jambes, et fredonnait à voix basse, totalement inconsciente de la tempête qui s'accumulait autour d'elle. La pièce était trop silencieuse. Trop prête. Nous avons survécu à la salade, de justesse. Puis, Ruth s'est raclé la gorge. C'était ce genre de raclement de gorge, qui signifie que quelqu'un s'apprête à lâcher une bombe, déguisée en conversation familiale. Jenna, a-t-elle dit. Tu voulais partager quelque chose avec nous? Le mot « partager » m'a fait l'effet d'un poids dans l'estomac. Jenna a repoussé sa chaise, et s'est levée lentement, de manière théâtrale. Parce que, bien sûr, elle l'a fait. Elle m'a pointé du doigt, comme un procureur dans un tribunal qu'elle aurait construit dans sa tête. Toi, a-t-elle annoncé, la voix tremblante d'excitation, tu es une tricheuse. J'ai cligné des yeux. Honnêtement, j'ai d'abord pensé qu'elle parlait peut-être des jeux de société, ou de ce défi de régime familial bizarre, auquel je refuse toujours de participer. Mais non, elle parlait d'infidélité. Avant même que je ne puisse assimiler ce niveau de délire, Jenna s'est tournée, elle s'est tournée vers ma fille, vers Mia, et a dit, tu n'es pas vraiment à nous. Robert n'est pas ton père. Le monde s'est dérobé sous nos pieds. Mia s'est figée, son petit visage s'est vidé de ses couleurs. Elle a regardé Robert, puis moi, puis à nouveau Robert. Papa? A-t-elle chuchoté, d'une voix presque inaudible. Quoi? Qu'est-ce qu'elle veut dire? Mon cœur s'est brisé si violemment, que je jurerais en avoir entendu le bruit. Et puis, parce qu'apparemment la cruauté est un sport collectif, Gérald a ajouté, d'un ton plat et froid, ma chérie, nous ne sommes pas vraiment tes grands-parents. J'ai senti Mia tressaillir, comme si elle avait reçu une gifle. Je l'ai attrapée immédiatement, je l'ai sortie de sa chaise, et je l'ai serrée contre ma poitrine. Je n'ai pas crié, je n'ai pas argumenté, je ne leur ai pas donné le spectacle qu'ils attendaient. Je me suis levé, j'ai pris sa main, et je l'ai emmenée vers le couloir. Derrière moi, j'ai entendu Jenna jeter quelque chose sur la table, avec un claquement triomphant. En me retournant, mes yeux ont entrevu une enveloppe sur la table. Épaisse, d'apparence officielle, le genre d'enveloppe qui vient des cliniques ou des laboratoires. Je ne me suis pas arrêté, et je ne l'ai pas touchée, mais j'ai vu l'expression de Robert se durcir quand il l'a regardée. Comme s'il savait déjà, exactement, ce que c'était, et ce que cela signifiait. J'ai continué à marcher, mais mes oreilles étaient tendues pour capter la voix de Robert. À l'intérieur de la salle à manger, les cris ont commencé. Ruth, nous t'avons rendu service. Jenna, c'est un test de paternité. Ouvre-le. Gérald, allez, regarde par toi-même. Elle t'a pris pour un imbécile. Mia tremblait dans mes bras. Et puis, la voix de Robert est montée. Calme. Contrôlé. D'une stabilité dangereuse. Ceci, a-t-il dit, est la dernière fois que nous vous rendons visite. Le silence s'est installé. Un silence tranchant, choqué. Ruth a bafouillé, quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu devrais être en colère contre elle, pas contre nous. Jenna a hurlé, nous t'avons dit la vérité. Robert n'a pas élevé la voix, mais chaque mot a frappé comme de l'acier. Je n'arrive pas à croire que vous ayez fait un test ADN dans mon dos. Une pause.
Je n'arrive pas à croire que vous ayez dit cela devant une enfant. Une autre pause. Vous avez raison sur un point. J'ai retenu mon souffle. Vous n'êtes plus ses grands-parents désormais. Quelqu'un a eu un hoquet de surprise. Et je ne suis plus votre fils. Les chaises ont grincé sur le sol. Quelqu'un a juré. Quelqu'un a essayé de parler par-dessus lui. Et alors, Robert a prononcé la phrase qui a retourné toute la soirée, oui. Je sais qu'elle n'est pas biologiquement à moi. La pièce est devenue totalement silencieuse. Je l'ai toujours su. J'ai fermé les yeux, serrant Mia encore plus fort. Et ma femme ne m'a jamais trompé. Encore du silence. Un silence assourdissant, étouffant. Le genre de silence que sa famille n'avait jamais connu de toute sa vie. Puis, les pas de Robert se sont approchés, lents et lourds. Il est apparu dans le couloir, les yeux posés sur notre fille d'abord, puis sur moi. « Allons-nous-en » a-t-il dit calmement. Nous sommes partis sans un mot de plus. Pas de sortie dramatique. Pas de colère. Juste une coupure nette et permanente. Alors que nous marchions dans l'air froid de la nuit, Mia agrippée à moi, la main de Robert sur mon dos, j'ai senti le sol bouger sous nous. Comme si l'univers avait enfin rompu un fil de tension, qui s'était tendu pendant des années. Ce qui s'est passé cette nuit-là n'a pas commencé à cette table de dîner. Loin de là. Pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, il faut savoir ce qui s'est passé bien avant. Si vous m'aviez dit, il y a des années, que mes beaux-parents m'accuseraient un jour de tromperie en utilisant un test ADN secret, je n'aurais pas ri. J'aurais soupiré, et j'aurais dit, oui, ça se tient. Parce que la vérité, c'est que rien avec la famille de Robert ne s'est produit soudainement. Les signaux d'alarme n'ont pas explosé. Ils ont chuchoté. Lentement. Persidemment. Jusqu'au jour où l'on réalise, qu'on a passé des années à prétendre que les choses étaient normales, alors qu'elles ne l'étaient pas du tout. Quand j'ai rencontré Robert pour la première fois, il avait 21 ans. Il était doux, d'une manière discrète, et il avait ce regard sérieux, légèrement dépassé, de quelqu'un qui essayait très fort d'être bon en tout. Je suis tombée amoureuse de lui d'une rapidité embarrassante. Rencontrer sa famille, c'était comme s'asseoir à une table où tout le monde avait déjà choisi son camp. Sa mère, Ruth, pratiquait la discussion banale au niveau d'un interrogatoire. Son père, Gérald, avait cette habitude où chaque phrase commençait par « eh bien, en fait ». Et sa petite sœur, Jenna, avait environ 10 ans à l'époque, mais elle maîtrisait déjà couramment le langage de la supériorité. Dès le tout premier dîner, Ruth s'est penchée et a demandé « Alors, quelles sont exactement tes intentions avec notre Robert ?» Notre Robert. Comme s'il était un héritage familial, que j'essayais de voler en cachette dans la vitrine. Elle ne s'est pas arrêtée là. Elle continuait à glisser des pics subtils, comme un moustique qui vous attaque de manière invisible. Oh, Robert est un garçon si généreux. Je suis sûr qu'il a payé ton repas. Les filles de ton âge peuvent être coûteuses. Notez bien que c'est moi qui avais acheté les courses pour ce dîner, mais quand les gens cherchent un coupable, ils écrivent le scénario eux-mêmes. Jenna, même au collège, prenait des notes comme une stagiaire en formation d'hostilité. « Pourquoi tu le laisses t'acheter des trucs ?» demandait-elle. « Il m'a acheté un porte-clés en plastique à 2 $, ai-je répondu une fois. « Ça finit par chiffrer » a-t-elle rétorqué, tout à fait sérieuse. Pendant ce temps, le véritable pilier financier de la famille était Robert. Il avait payé ses études dans un collège communautaire sans aucune aide de Ruth et Gérald, puis était passé directement au travail à plein temps. Et dès l'instant où il a reçu son premier chèque de paie, ses parents ont traité son revenu comme s'il faisait partie de leur budget mensuel. Il appelait cela « aider ». J'appelais cela « la dîme obligatoire à l'église de la culpabilité émotionnelle ». Pourtant, nous nous sommes mariés. Nous étions heureux. Nous avons construit nos propres routines, notre propre petit monde, et les dîners bi-hebdomadaires avec ses parents sont devenus quelque chose que je tolérais, de la même manière qu'on tolère un nettoyage chez le dentiste. Nécessaire, légèrement douloureux, mais survivable. Puis, nous avons commencé à essayer d'avoir un bébé. L'essai est devenu un suivi. Le suivi est devenu une question de timing. Le timing s'est transformé en 2 ans de rien du tout. Et puis, il y a eu le bureau du médecin. La pièce trop silencieuse. La pause avant les résultats.
la voix douce délivrant une vérité brutale, Robert ne pourrait jamais avoir d'enfant biologique. Pas une, faible probabilité. Pas un, peut-être un jour. 0. Mon mari m'a tenu la main, l'a serré une fois, et a chuchoté, d'accord. Et il le pensait. Mais ce « d'accord » est resté logé au creux de mes côtes pendant des mois. Nous avons discuté. Pendant des heures. Des jours. Des semaines. Le choix se résumait à 3 options, rester sans enfant, adopter, ou utiliser un donneur de sperme. Au final, nous avons choisi le donneur. Pas parce que c'était facile. Rien là-dedans ne l'était. Mais parce que cela nous donnait la chance de construire la famille que nous voulions, sans attendre des années dans un système d'adoption tenu par de la paperasse et des prières. Nous avons donc pris la décision discrètement. Privément. Puis, nous en avons pris une autre, nous ne le dirions pas à la famille de Robert. Pas parce que nous en avions honte, mais parce que nous savions. Nous savions qu'ils utiliseraient cela comme une munition. Qu'ils en feraient une arme. Qu'ils chuchoteraient à ce sujet. Qu'ils transformeraient cela en une hiérarchie entre le « vrai » et le « pas vrai ». Et l'idée que Ruth ou Gérald regardent notre enfant, et y voient quelque chose de moindre, était insupportable. Puis notre fille Mia est née. Et oh, elle était parfaite. Elle me ressemblait. Beaucoup. Ce qui était logique, bien sûr. Mais même là, Ruth ne pouvait pas s'en empêcher. Elle n'a aucun des traits de Robert, disait-elle en plissant les yeux. Drôle de coïncidence, a demandé Gérald une fois, à moitié en plaisantant. Tu es sur quel état toi, Robbie? Il a fallu chaque molécule de sang-froid dans le corps de Robert pour rester calme. Mais le pire, c'était Jenna, parce qu'elle était assez grande pour savoir ce qu'elle faisait, et elle choisissait quand même la cruauté. Vous la gâtez trop, disait-elle. Pendant ce temps, nous lui avions acheté une baguette à bulles à $3. Mais dans l'esprit de Jenna, chaque dollar dépensé pour Mia était un dollar volé à son propre fonds universitaire royal. Et en parlant de cela, quand Jenna a obtenu son diplôme d'études secondaires, elle a annoncé qu'elle s'inscrivait dans une université privée coûteuse. Pas un collège communautaire. Pas quelque chose de modeste. Une école avec une facture de scolarité qui ressemblait à une intervention chirurgicale lourde. Devinez qui elle s'attendait à voir payer? Pas ses parents. Non. Robert. Et il l'a fait. Pendant 2 ans, 2 années entières, il a payé ses frais de scolarité. Pas son logement, pas ses repas, elle devait travailler à temps partiel. Mais la scolarité elle-même était massive. Un cadeau généreux, accablant. Et qu'est-ce que Jenna disait à chaque fois qu'elle venait? Tu dépenses trop pour ta femme. Tu prends trop de vacances avec Mia. Si tu ne gâtais pas autant ta propre famille, peut-être que tu pourrais aider ta vraie famille. Vraie famille. C'est un mot amusant, maintenant. Avec le recul, tous les signes étaient là. Tout le ressentiment. Toute l'arrogance. Toute la jalousie. Et toute cette pression, pour s'assurer que leur fille chérie obtienne tout ce qu'elle voulait, même aux dépens de la nôtre. Mais rien ne m'avait préparé à cette nuit-là, quand tout ce poison accumulé pendant des années a fini par exploser. Et ma fille de 7 ans a appris la vérité, de la manière la plus brutale qui soit. Et cette vérité? Ce n'était pas la fin. Ce n'était que le début. Si le silence avait une température, le trajet de retour ce soir-là aurait pu geler un lac instantanément. Mia était assise sur le siège arrière, petite et rigide, fixant la fenêtre comme si elle avait peur que l'obscurité ne lui rende son regard. Robert agrippait le volant à 2 mains, les phalanges blanches. Je n'arrêtais pas de la regarder à travers le miroir, attendant une question, une larme, un souffle. N'importe quoi. Rien. Juste une petite fille, tenant tout son monde à bout de bras avec 2 mains tremblantes. Quand nous sommes arrivés à la maison, elle est entrée à l'intérieur comme si elle était somnambule. Elle n'a pas couru vers ses jouets, n'a pas enlevé ses chaussures, n'a pas demandé de goûter. Elle s'est juste tenue dans le couloir, attendant que quelqu'un lui dise quelle était la réalité désormais. Robert et moi avons échangé un regard, le genre de regard qui dit « D'accord, c'est ici qu'on arrête d'être choqués, et qu'on commence à être des parents ». Nous nous sommes assis avec elle sur le canapé. J'ai pris sa main. Robert a pris l'autre. Mia, ai-je dit doucement.
Tu te souviens que nous t'avons dit que nous t'avions voulu pendant très longtemps. Elle a hoché la tête. Eh bien, a dit Robert avec douceur, quand maman et moi essayions d'avoir un bébé, les médecins nous ont dit que mon corps ne pouvait pas faire de bébé de la manière habituelle, alors ils nous ont aidés. Mia a cligné des yeux, le regardant comme si elle essayait de comprendre une langue étrangère parlée sous l'eau. Tu as grandi dans le ventre de maman, a-t-il continué. Tu as toujours été voulu. Tu as toujours été aimé. Et tu es ma fille. Aujourd'hui et pour toujours. Et maman n'a jamais triché, ai-je ajouté, parce que ce poison devait être neutralisé immédiatement. Papa a toujours su comment tu as été conçu. Il n'a jamais eu une seconde de doute. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a rien demandé. Elle a juste hoché la tête une fois, a glissé discrètement du canapé, et s'est dirigée vers sa chambre. La porte s'est refermée sur un clic. Robert s'est frotté le visage. Je ne sais pas si c'était de l'acceptation, ou un blocage émotionnel. Les deux, ai-je dit. Bienvenue dans le marathon des traumatismes de l'enfance. Nous lui avons laissé de l'espace. Elle en avait besoin. Nous avions aussi besoin d'un moment pour respirer, car le chaos n'était pas terminé. Il ne faisait que commencer. Robert est entré dans le bureau et s'est assis devant son ordinateur, le visage figé d'une manière qui ne laissait aucune place à la négociation. Calme. Stable. Déterminé. Il a ouvert l'application bancaire. Premier clic, annuler le virement récurrent pour Ruth et Gérald. Deuxième clic, annuler le paiement des frais de scolarité de Jenna. Troisième clic, désactiver la carte de débit supplémentaire que Jenna utilisait. Tara, a-t-il appelé depuis le bureau, je coupe tout. La totalité. Je me suis approché du seuil de la porte. Bien. Il a laissé échapper un petit rire nerveux. Ça fait étrangement du bien. Eh bien, ai-je dit, je te ferai bien un gâteau de félicitations, mais après cette soirée, je ne suis pas sûr que l'un de nous puisse gérer un gâteau émotionnellement. Il s'est adossé à sa chaise, en expirant. Honnêtement, j'ai l'impression que c'est la première décision que je prends à leur sujet qui a vraiment du sens. Le lendemain matin était calme. Trop calme. Mia est sortie de sa chambre en tenant une peluche, et a demandé si elle pouvait regarder des dessins animés. Pas de crise. Pas de questions supplémentaires. Juste de la douceur. De la fragilité. Je l'ai gardée près de moi toute la journée. Vers midi, le téléphone de Robert a commencé à sonner. Ruth et Gérald. Il a fixé l'écran comme s'il s'agissait de quelque chose de radioactif. Tara, a-t-il dit d'un ton plat. Ils sont au courant pour la scolarité. Il a répondu. Les hurlements ont commencé instantanément. Comment as-tu pu faire ça? Ta sœur a besoin de cet argent. Tu ruines son avenir. Nous ne pouvons pas nous le permettre sans toi. On est à 2 jours de la date limite. Robert tenait le téléphone à quelques centimètres de son oreille, l'expression vide. Je ne paie plus, a-t-il dit calmement. Robert, sois raisonnable. A aboyé Gérald. Elle ne peut pas étudier sans ton soutien. Elle a 20 ans, a-t-il répondu. Elle peut prendre un prêt, trouver un travail, être une adulte. Ruth a presque hurlé, tu ne peux pas abandonner ta famille. Vous avez abandonné la mienne hier soir, a-t-il rétorqué. Il y a eu un silence. Tranchant. Laid. Électrique. Puis, le chantage à la culpabilité a commencé. Tu l'as choisi elle plutôt que nous. Tu as subi un lavage de cerveau. Tu nous redevable. Ta sœur compte sur toi. Robert a raccroché. Simplement raccroché. Pas de discours dramatique, pas de cri, juste un clic. Je me suis approché et j'ai embrassé sa joue. Je suis fier de toi. Il a eu l'air surpris. Je n'avais jamais fait ça avant, a-t-il admis. Leur raccroché au nez. Ça fait du bien, non? Il a laissé échapper un souffle, qui semblait avoir été retenu depuis son enfance. Ouais. En fait, ouais. Mia a jeté un coup d'œil au coin du mur. Papa? Est-ce que mamie et papy sont fâchés? Robert s'est accroupi à sa hauteur. Ils sont contrariés parce qu'ils ont fait quelque chose de mal, a-t-il dit.
pas à cause de toi. Elle a hoché la tête et est retournée dans sa chambre sans un mot. Robert a expiré, appuyant son épaule contre le mur, comme si tout le poids qu'il portait venait enfin de se poser. Nous n'avons même pas eu 20 minutes de répit, avant que quelqu'un ne tambourine à la porte. Pas un coup frénétique, pas un coup poli, juste le genre de frappe qui dit « Nous allons entrer d'une manière ou d'une autre ». Robert a levé la tête. « J'y vais », ai-je dit, étant déjà à mi-chemin. J'ai entrouvert la porte. Ruth et Gérald. Les visages crispés. La respiration courte. Cette colère imbue d'elle-même, que les personnes âgées manifestent lorsqu'elles sentent qu'on leur a manqué de respect. « Laisse-nous entrer », a dit Ruth. Ce n'était pas une question. Je me suis effacé pour que les voisins n'aient pas un siège au premier rang. Ils sont entrés comme si la maison leur appartenait. Robert est arrivé dans le couloir. Son expression n'a pas changé, mais toute sa posture s'est transformée. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» a-t-il demandé. Gérald a répondu par « Tu nous as raccroché au nez ». Robert n'a pas nié. Oui. Les sourcils de Ruth se sont levés d'un coup. C'est ainsi que tu parles à tes parents maintenant? C'est ainsi que je parle à quiconque dépasse les bornes, a-t-il dit. Ruth a croisé les bras. Nous voulons une explication. Immédiatement. Robert a hoché la tête une fois. Très bien. J'ai annulé les paiements de la scolarité. Je ne paie plus. Gérald a cligné des yeux. Tu as quoi? Vous m'avez entendu. Tu ne peux pas faire ça. A lancé Ruth. Elle a besoin de cet argent. Elle a 20 ans, a dit Robert. Plein d'adultes se débrouillent seuls. C'est facile à dire pour toi, a rétorqué Gérald. Tu as déjà eu de l'aide quand tu étais jeune. De qui? A demandé Robert. Parce que ce n'était ni de l'un, ni de l'autre. Ruth a inspiré bruyamment. Ne sois pas dramatique. Nous t'avons soutenu à notre manière. Vous avez critiqué Tara à chaque occasion possible, a dit Robert. Vous l'avez traitée comme si elle me volait, alors qu'elle payait la moitié de nos factures. Vous avez traité Mia comme une invitée. Et maintenant, ceci. Les lèvres de Ruth se sont amincies. Jenna a fait une erreur. Je me suis approché. Elle a dit à ma fille qu'elle ne faisait pas partie de la famille. Elle ne le pensait pas, a insisté Ruth. Elle a parlé sans réfléchir. Et vous l'avez soutenue, a ajouté Robert. Gérald a secoué la tête. Tu réagis de manière excessive. Tu laisses tes émotions obscurcir ton jugement. Mes émotions? A répété Robert. Ma fille a pleuré jusqu'à s'endormir à cause de ce que vous avez dit. Ruth s'est raidie. Nous n'avons rien dit de cruel. Nous avons simplement dit la vérité. Vous avez dit à une enfant de 7 ans qu'elle ne faisait pas vraiment partie de sa famille, ai-je dit. Vous pensez que ce n'est pas cruel? Gérald a fait un pas en avant. Eh bien, peut-être que si vous n'aviez pas menti à propos d'eux. Stop, la voix de Robert est devenue basse. Dites ce que vous voulez dire. Gérald a dégluti, puis l'a dit clairement, vous auriez dû nous le dire. Ruth a ajouté, nous avions le droit de savoir qu'elle n'est pas notre petite fille. Biologiquement. Mon souffle s'est coincé dans ma gorge. C'était la phrase qui a fait éclater la maison. Parce que derrière nous, au bout du couloir, une petite voix a chuchoté, papa. Mia était là. Pieds nus. Les cheveux mouillés. Le visage pâle. Ses yeux faisaient la navette entre nous tous. Il disait, je ne suis pas leur petite fille. Sa voix s'est brisée sur le dernier mot. Je n'ai même pas réfléchi. Je suis allé vers elle, je l'ai soulevée avant que ses genoux ne lâchent. Elle s'est agrippée à ma chemise et a commencé à pleurer, de petits sanglots tremblants qui faisaient vibrer tout son corps. Ruth a fait un pas vers elle. Ma chérie, tu as mal compris. Nous ne voulions pas, ne faites pas ça, a dit Robert. Son ton était égal. Il n'a pas crié, mais c'était définitif. Il a marché vers nous, posant une main protectrice sur le dos de Mia pendant qu'elle tremblait contre moi. Puis, il s'est tourné vers ses parents. Vous devez partir. Ruth a cligné des yeux. Robert, écoute. J'ai fini d'écouter. La voix de Gérald s'est crispée.
Nous sommes venus ici pour arranger les choses. Non, a dit Robert. Vous êtes venu ici pour vous justifier. Ruth a froncé les sourcils. Ce n'est pas ainsi qu'un fils parle à ses parents. Robert n'a pas bougé. C'est ainsi qu'un père protège son enfant. La phrase est restée suspendue dans l'air comme une porte qui se ferme. Les yeux de Ruth ont brillé d'indignation. Tu jetterais ta propre famille pour un malentendu? C'est vous qui nous avez jetés, a dit Robert. À l'instant même où vous avez fait croire à Mia qu'elle n'avait pas sa place ici. Gérald a secoué la tête, stupéfait de perdre le contrôle de la situation. Si nous passons cette porte, vous ne reviendrez pas, a conclu Robert. Il a ouvert la porte d'entrée, la tenant d'une main ferme. Partez, s'il vous plaît. Ruth l'a fixé pendant de longues secondes, l'incrédulité gravée sur son visage. Mais Robert n'a pas détourné le regard. Finalement, elle est passée devant lui. Gérald a suivi. Ils ont marché jusqu'à la voiture sans un mot de plus. Robert a fermé la porte, l'a verrouillée, et a vérifié 2 fois. Quand il s'est retourné, la colère en lui avait disparu, remplacée par quelque chose de plus calme et de bien plus lourd. Il a pris Mia doucement dans mes bras et l'a serrée contre lui, ses petits poings agrippant toujours sa chemise. C'est bon, a-t-il chuchoté. Tout va bien. Elle a pleuré jusqu'à ce que sa respiration ralentisse, jusqu'à ce que la tension s'évapore de son petit corps, jusqu'à ce que le seul bruit dans la maison soit ses légers reniflements. Robert n'a pas lâché prise. Il n'a rien dit d'autre. Il n'en avait pas besoin. Certains choix s'expliquent d'eux-mêmes. Plus tard, après qu'elle se soit enfin endormie, nous nous sommes tenus sur le seuil de sa chambre, à la regarder respirer. Robert a pris ma main. Ce n'est pas fini, a-t-il murmuré. Tu le sais. J'ai hoché la tête. Je sais. La semaine qui a suivi a été plus calme que je ne l'espérais. Pas paisible, mais juste normale, d'une manière que nous n'avions pas ressentie depuis des années. Mia n'a plus posé de questions sur Ruth ou Gérald. Elle n'a pas reparlé de ce qu'elle avait entendu. Elle n'a pas pleuré au moment de se coucher. Elle est simplement revenue lentement à elle-même. Un soir, alors que nous préparions le dîner, elle a demandé très sérieusement, est-ce qu'on doit toujours aller au déjeuner du dimanche chez Mamie Ruth? Robert s'est figé, la spatule en l'air. J'ai retenu mon souffle. Puis elle a ajouté, parce que je ne veux plus faire semblant d'aimer son pain de viande. Ça a le goût de vieilles chaussettes. Je me suis étouffé avec ma boisson. Robert a vraiment ri. Un petit rire fatigué, mais authentique. Non, lui a-t-il dit. Plus de déjeuner le dimanche. Bien, a-t-elle dit, passant déjà à autre chose. On peut manger des tacos à la place. Juste comme ça, un poids s'est déplacé. Le soir, elle faisait du coloriage à la table de la salle à manger pendant que Robert rattrapait son travail, et que je terminais mes propres tâches. Parfois, elle s'approchait, s'appuyait contre lui, et lui demandait ce qu'il tapait avec ce petit froncement de sourcils suspect que les enfants prennent. Parfois, elle grimpait sur mes genoux, et me montrait des dessins de notre petite famille, juste nous 3, debout sous un soleil bancal. Elle ne dessinait Ruth et Gérald sur aucun d'entre eux. Et je n'ai pas demandé pourquoi. Une semaine tranquille s'est écoulée. Pas paisible, mais stable, comme si nous réapprenions tous à respirer. Puis, le samedi matin, alors que Robert et moi aidions Mia à mettre ses chaussures pour aller à la bibliothèque, on a frappé à la porte. Pas un coup fort, pas un coup agressif, juste une frappe douce et hésitante. Robert et moi nous sommes regardés. Nous savions tous les deux exactement de qui il s'agissait avant même d'ouvrir. Jenna. Seule sur le porche, tenant une petite boîte ficelée comme celle d'une boulangerie. Ses yeux étaient rouges, ses épaules voûtées, et pour la première fois de sa vie, elle semblait incertaine de sa place dans le monde. Tara, a-t-elle dit, d'une voix ténue. Je peux vous parler à tous les deux. Robert s'est placé à mes côtés. Sa mâchoire s'est crispée automatiquement. Il était poli, mais seulement de la manière dont on est poli avec un étranger tenant un colis suspect. Jenna a dégluti avec difficulté. Je suis venu m'excuser. Elle a tendu le gâteau comme une offrande au Dieu. Ses mains tremblaient. Je ne savais vraiment pas, a-t-elle dit. Si j'avais su la vérité, je n'aurais jamais dit ces choses. Et pas devant Mia. C'était
Horrible. Je suis tellement désolé. Sa voix s'est brisée sur le mot « désolé », et pendant un instant, j'ai vu l'adolescente effrayée sous toute cette arrogance. Robert a hoché la tête une fois. Rien de chaleureux. Rien de tendre. Juste une reconnaissance des faits. Nous acceptons tes excuses, a-t-il dit. Jenna a eu l'air soulagée, puis paniquée, puis soulagée à nouveau. Elle a jeté un coup d'œil derrière nous. Est-ce que Mia est là? Je veux lui dire à elle aussi. Non, ai-je répondu. Et elle n'a pas besoin de plus de confusion pour l'instant. Jenna a hoché la tête rapidement. C'est vrai. Bien sûr, Ça se comprend. Un long silence s'est étiré. Le genre de silence que les gens meublent avec de fausses banalités. Mais Jenna n'a pas cherché les banalités. Elle est passée à la vraie raison de sa venue. Je voulais aussi demander, a-t-elle commencé, les yeux fuyant dans toutes les directions sauf vers nous. Si vous pouviez toujours payer ma scolarité. Et voilà. C'était là. Robert n'a pas réagi. Pas même un ciment. Jenna a continué, les mots se bousculant comme si elle essayait de distancer son propre désespoir. Je ne peux pas me le permettre. Pas du tout. Et si je ne paie pas, ils vont m'exclure du semestre. Je ne sais pas quoi faire. Elle a pris une inspiration tremblante. Pourriez-vous peut-être juste me le prêter? Je jure que je rembourserai quand j'aurai mon diplôme, ou quand j'aurai un travail, ou... Non, a dit Robert. Le mot est tombé comme un marteau. Jenna a cligné des yeux, stupéfaite. Non. Non, a-t-il répété. Je ne paie plus. Elle a dégluti péniblement. D'accord, je comprends. Après tout ce qui s'est passé, c'est compliqué. Mais peut-être. Juste ce semestre. Juste pour m'aider à faire la transition. Non. Son visage s'est tordu. S'il te plaît, a-t-elle chuchoté. Je ne peux pas abandonner mes études. Tu ne comprends pas. Personne d'autre ne peut m'aider. Je comprends parfaitement, a dit Robert. Tu es une adulte. Les adultes trouvent des solutions. Elle a eu l'air d'avoir reçu une gifle. Je ne voulais blesser personne, a-t-elle dit doucement. Je ne savais pas. C'est bien là le problème, a coupé Robert. Tu ne savais pas. Tu n'as pas demandé. Tu ne t'es pas soucié de l'effet que cela produirait sur une enfant de 7 ans, d'entendre ces mots. La bouche de Jenna a tremblé. Des larmes brûlaient au bord de ses yeux. J'ai dit que j'étais désolé, a-t-elle chuchoté. Et nous avons accepté tes excuses, ai-je répondu. Mais une excuse n'est pas un coupon de réduction. Elle a grincé des dents. Je n'arrive pas à croire que tu me laisses échouer, a-t-elle dit à voix basse. Après tout. Après tout, a répété Robert. Après tout ce que j'ai payé? Après toutes ces années à aider? Après tout ce que ma fille a traversé? Oui. Après tout. Une autre larme a glissé sur sa joue. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire? A-t-elle chuchoté. Non, a dit Robert. Ses épaules se sont affaissées. Elle semblait, pour la première fois de sa vie, petite. Vraiment petite. Elle s'est retournée pour partir. La main sur la poignée de la porte, elle a marqué une pause et a dit, presque inaudiblement, je n'aurais jamais pensé que tu la choisirais, elle, plutôt que nous. Robert l'a fixée comme si elle parlait une langue extraterrestre. C'est ma fille, a-t-il dit. Il n'y a jamais eu de choix à faire. Jenna a hoché la tête une fois, un geste sec et vaincu, puis elle est partie dans le froid. Robert a fermé la porte, l'a verrouillée, puis s'est appuyé contre elle, laissant échapper un long soupir d'épuisement. Je me suis approché, et j'ai posé mon front contre le sien. Nous avons fait ce qu'il fallait, ai-je dit. Il a hoché la tête, les yeux fermés. Je sais. C'est juste que... Je ne m'attendais pas à ce que ça fasse cet effet-là. Quel effet? L'effet d'avoir enfin grandi. 6 mois plus tard, la vie est simple d'une manière qu'elle ne l'a pas été depuis des années. Nous n'avons plus aucun contact. Plus de disputes hurlées. Plus de chantage à la culpabilité. Plus de demandes soudaines d'argent.
Juste le calme. Le salaire de Robert reste avec nous désormais. Jusqu'au dernier dollar. Et Mia? Elle est plus heureuse que je ne l'ai jamais vue. Légère. Confiante. Totalement sereine, loin de ces gens qui, autrefois, la faisaient se sentir petite. Pendant ce temps, les nouvelles circulent. Ruth et Gérald ont dû contracter des prêts d'urgence, après que Jenna a laissé passer la date limite pour demander des prêts étudiants. Puis, un autre prêt quand cela n'a pas suffi. Ils ont même dû refinancer leur maison pour couvrir sa scolarité. Maintenant, ils sont enterrés sous les dettes, et Jenna est épuisée à force de travailler des heures supplémentaires, juste pour essayer de suivre le rythme. Ces mêmes personnes qui nous traitaient comme si nous leur devions la terre entière? Ce sont elles qui coulent. Et nous? Nous sommes enfin libres. Alors, qu'en pensez-vous? Robert est-il allé trop loin, ou pas assez? Dites-le moi dans les commentaires et abonnez-vous pour en voir plus.